y a du son? Impeccable. Alors je vais être très court, puisque la vedette c'est pas moi, c'est Jacqueline. On va l'applaudir, Jacqueline. Donc Jacqueline, pour ceux qui ne la connaissent pas, oui. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Jacqueline, eh bien c'est la présidente de l'association CERA. CERA comme santé, environnement, Auvergne, Rhône-Alpes. Enfin, vous faites le mélange des deux, mais l'important c'est ça, c'est la liaison entre la santé et l'environnement. Et c'est vrai que c'est un débat, une action qui est permanente. Et à travers cette conférence, eh bien, pour ceux qui en savent peu, en sauront déjà suffisamment, eh bien, pour être en action. Et je laisse la parole à Jacqueline Collard. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Je prends celui-là. Bon, alors d'abord, un grand merci pour votre présence, pour votre intérêt à soutenir les actions que nous pouvons mener. Et j'espère qu'à la sortie, d'autres viendront sur notre stand pour pouvoir voir exactement quelles sont nos actions concrètes, parce que de toute façon, nous ne nous contentons pas de faire des conférences ou d'intervenir dans différents lieux, mais aussi de pouvoir agir sur le terrain avec des gens concernés et essayant d'entraîner des gens à être concernés. Parce que le problème dans le contexte actuel, c'est que les gens ont peur, on leur a mis la peur au ventre, et du coup, ils se confinent, même si ce n'est plus la mode d'être confiné, mais ils se confinent quand même, d'une manière ou d'une autre, en disant « de toute façon, je ne peux rien faire ». Pour moi, c'est au-dessus de mes possibilités, au-dessus de mes forces. Je ne peux pas agir, et puis c'est aux autres d'agir. Moi, non. Moi, je fais tout ce que je peux. Bon, tant mieux s'ils font déjà tout ce qu'ils peuvent, mais il faut peut-être aller encore plus loin, et surtout travailler ensemble pour une coordination des actions. Tout seul, on ne fait rien. On fait les choses avec les autres. On fait les choses en collectif. C'est comme ça qu'on peut agir. Tout seul dans son coin, on n'avancera pas. Ou on avance un pas. C'est bien de faire un pas en avant. Le seul problème, c'est qu'à deux, on en fait deux. Un dans un sens et un peut-être dans une direction un petit peu à côté, mais qui est complémentaire. Et c'est cette complémentarité d'action, cette complémentarité aussi de fonctionnalité et de travail en commun qui peut faire changer les choses. Et moi, je vous encourage à venir nous rejoindre, à faire des choses avec nous ou avec d'autres associations. Dans notre association, nous avons déjà une quinzaine de collectifs ou associations et on a 3500 personnes au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça veut dire qu'il y a déjà des actions communes qui sont faites. Il y a déjà des actions avec d'autres associations. On est partenaire d'une quinzaine d'autres associations. On travaille en commun avec d'autres associations. Sur le site de l'Albin, nous sommes nombreux à nous connaître, à travailler déjà ensemble. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre, c'est qu'on doit se communier ensemble dans le bon sens pour essayer de faire avancer les choses. Hier, le film de Marie-Monique Robin était tout à fait éloquent et elle a dit, nous n'avons plus le droit d'attendre. L'urgence est là, nous devons nous bouger. C'est fini le moment où on attendait l'État-providence. On a un État, moi j'appelle pas ça un État-providence, un État où on a perdu l'abondance. Alors on est content, il y en a qui ont compris qu'il y avait de l'abondance avant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus l'abondance depuis longtemps. Il faut les aider et il faut les soutenir. Et il faut faire des actions avec eux. Tout seul, je vous dis, on n'arrive à rien. Donc, la période que nous venons de vivre, c'est une période très troublée dans laquelle on a pu voir plus que jamais qu'il y avait des tas de choses qui ne fonctionnaient pas. Si on ne les avait pas vues avant, donc notre association Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes a été créée il y a 15 ans avec des médecins, des enseignants, des chercheurs, des citoyens, des soignants, enfin des gens de toutes compétences, et justement pour réfléchir à comment on pouvait faire pour améliorer les choses. Donc nous sommes devant une situation que l'on peut dire une situation de crise au pluriel. On a soi-disant parlé d'une crise sanitaire, il paraît que c'était à la mode depuis 2 ans. On en entend parler, mais toutes les autres crises ont continué, plus que jamais. La crise climatique, il y a bien longtemps qu'elle est partie, il y a 40 ans qu'elle est partie. Moi, ça fait 40 ans que je me bats sur le climat. Alors, il y en a qui disent, oui, mais le climat, non. Ça, c'est
c'est l'Anthropocène, c'est les méchants humains qui ont fait ça. Non, non. Vous savez, les humains, ils ont fait des choses pas très, très belles, c'est vrai. Et moi, en tant que chercheur scientifique, je peux vous dire que je suis consciente des erreurs que ma génération a faites. Et que nous payons, et que les jeunes vont payer. Parce que polluer les sols, polluer l'air, polluer par tous les produits de consommation courante, c'est pas sérieux, c'est pas honnête. Mais par contre, ça rend flou les poches de Big Pharma. Donc, il y en a qui en profitent quand même. Donc, il faut savoir aussi, l'argent, il existe, mais pas forcément où on en aurait besoin pour faire de la recherche, pour faire de l'éducation, de faire de l'information. Là, on n'en a pas. Hein. Nous, on se bat pour avoir des clopinettes, merci. et donc, on sait très bien que... Et pour faire des demandes de subventions, que ce soit à l'Agence régionale de santé, que ce soit à la DREAL, donc la direction régionale de l'industrie, mais on fait 20 fois le même dossier et 20 fois ils nous le retoquent parce qu'il manquait une virgule, parce que ça ne rentrait pas dans la case. Mais c'est infernal. Donc s'il y a des gens qui ont envie de nous aider, qui ont des compétences, parce que moi j'avoue que je suis absolument sidérée, les plateformes c'est quelque chose de très pathétique quant à l'utilisation. On dirait que c'est fait pour que nous n'arrivions pas à remplir les cases. Et quand on ne remplit pas les cases, on n'a droit à rien. Donc c'est parfait. Ils ont gagné. Donc voilà, c'était un petit peu le préambule de ce que je voulais vous dire. Alors, s'il y a des questions ou des mots ou des choses que vous ne comprenez pas, vous levez le droit même au cours de la conversation et je peux essayer de donner une explication parce que de toute façon, si on ne comprend pas, on ne peut pas agir. C'est en comprenant qu'on peut agir. Donc, le sujet, c'est en quoi les expositions environnementales sont le siège des pathologies. Parce qu'on on voit bien qu'on a une explosion, des maladies neurodégénératives, des maladies mentales, des maladies nosocomiales à l'hôpital et des maladies de toutes sortes. Là, hier soir, Marie-Monique nous l'a largement dit, les épidémies, on est dans la fabrique des pandémies. C'est-à-dire qu'on crée par toutes nos actions sans réflexion ou avec des réflexions uniquement économiques et uniquement financières, on détruit les habitats des animaux. Les animaux n'ayant plus leur habitat, eh bien, ils se réfugient où ils peuvent et dans les circonstances qui ne sont pas forcément favorables à l'homme. Mais c'est l'homme qui les a détruits. Donc, il faut peut-être se remettre un peu en question. Voilà. Un préalable à tout ce que je vais dire. Donc, à l'heure actuelle, et Marie-Monique en a parlé hier, c'est le projet One Health. One Health, c'est un projet qui a été créé il y a à peu près une dizaine d'années, mais dont on entend assez peu parler jusqu'alors. C'est le concept que c'est une santé universelle, c'est-à-dire qu'il lie à la fois l'animal, la faune, la flore et l'humain, et qui fait que si on bouleverse un des systèmes, on va bouleverser les autres. C'est les connexions justement de ces bouleversements qui sont à l'origine des difficultés que nous vivons. La crise du SRAS-CoV-2 n'était qu'un épisode. Il faut bien dire, on a monté ça en épingle, il n'y a même pas 1% de gens qui sont morts sur la planète. On arrête de dire des mensonges. Moi, je me suis battue pendant 2 ans pour expliquer aux gens qu'on était dans le mensonge intégral. Et j'assume mes propos et je peux donner les éléments à la base. Hein. Alors faire peur aux gens pour qu'ils aillent se faire injecter pour que Pfizer s'en mette plein les poches, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, ça c'était une parenthèse, mais que je ne pouvais échapper. Donc ce concept, si vous voulez, c'est cette connexion qu'il y a entre les écosystèmes. Nous faisons partie de l'écosystème de la nature. Il faut bien se dire que l'humain, il n'est pas meilleur que les autres. Il est intégré à un écosystème, à une chaîne alimentaire. Et par conséquent, si on détruit cette chaîne alimentaire, si on détruit cet écosystème, il ne faut pas se plaindre qu'après, on ait des problèmes. Hein? Et les problèmes, on en aura de plus en plus si on n'y prend pas garde et si on ne prend pas les précautions nécessaires pour pouvoir y pallier.
Donc, la santé environnementale. Alors, quand il y a 15 ans, on a monté avec un certain nombre de personnes cette santé environnementale au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. On dit, mais, attendez, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Des associations de santé, il y en a. Des associations environnementales, il y en a. Qu'est-ce que ça veut dire, santé environnementale? Moi, je dis justement, il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. C'est quand même dommage, parce que peut-être que justement ce lien est à faire et à voir quels en sont les intérêts et les conséquences. Donc, l'humanité est touchée plein fouet par les ravages dont elle est la cause. L'état d'urgence environnementale l'exige. Mais elle l'exige d'autant plus que l'humain est au cœur des problématiques de santé que l'on connaît. C'est pour ça qu'on s'en occupe. Avant, on ne s'en occupait pas. Je vais vous dire, le seul avantage du SRAS-CoV-2, c'est que ça a réveillé quelques consciences, pas toutes. Hein. Mais certaines ont été réveillées. Les gens ont dit, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie qui arrive? Ah, mais quand c'était Ebola, le MERS, le SRAS-CoV-1, les choses comme ça. Mais ce n'était pas chez nous, alors quelle importance? De toute façon, ce n'est pas notre problème. On va par contre aller en voyage dans ces pays-là. Là, on ne se pose pas de questions. On fait notre petit voyage de 15 jours quand on ne fait pas le tour du monde. Hein, mais on ne réfléchit pas que les populations autochtones sont quand même l'objet de beaucoup de zoonoses ou de maladies locales. Et on s'en moque. Hein. Et puis, je vais vous dire, le problème à l'heure actuelle, et ça, j'ose le dire en conférence, et s'il y a quelqu'un pour me contredire, je suis prête à répondre, merci. L'OMS est sous le joug de qui? Selon vous, l'Organisation mondiale de la santé. Bravo, il y en a un qui l'a dit, mais pourquoi? Alors, ce qu'il y a, c'est que depuis, quand on avait la directrice de l'OMS, qui était Brundtland, qui était la ministre de la Santé suédoise, ça marchait très bien. Si ce n'est que la Chine commençait à prendre de l'ampleur. Et celle qui a succédé à Brundtland, c'est une ministre de la Santé chinoise. Et à partir de là, ça a été le commencement de la débandade. Parce que les US en particulier, qui était un des premiers promoteurs de l'OMS, a dit, puisque c'est la Chine, moi je ne paye plus. Ah bon? Mais quand c'est le plus gros contributeur qui ne paye pas, la Grande-Bretagne qui a suivi bien entendu, c'est quand même inquiétant. Et donc, Elisabeth Chang a dit, ah ben non, mais là on va faire appel au mécénat. Ah, quelle bonne idée. D'ailleurs, on nous le propose hein, dans les subventions. On nous dit, mais vous ne travaillez pas avec les mécènes? Je dis, moi, les mécènes en qui j'ai confiance peut-être, mais la majorité, je n'ai pas confiance, donc je ne rentre pas là-dedans. Eh bien, dans le mécénat, on a dit, venez les petits qui ont de l'argent, venez donner de l'argent à l'OMS pour qu'on puisse travailler. Très bien. Il y en a qui ont tout compris, et en particulier les fondations américaines. Fondation Rockefeller, Fondation MacArthur, Fondation Bill et Melinda Gates. On dit, mais nous, ça nous intéresse beaucoup, hein, mais par contre, c'est nous qui déciderons des programmes. Ah bon? Ouais, mais attendez, c'est nous qui donnons l'argent. Et celles qui en donnent plus, c'est Bill et Melinda Gates. Donc, c'est eux qui décident de ce qui se passe à l'OMS. Donc, c'est parfait, parce que nous sommes dans une situation où, si vous voulez, l'OMS est gérée par des fonds de pension, pas des fonds de pension, je dis une bêtise, par des fonds de multinationales qui décident de la situation sanitaire. Quand on a un Bill Gates qui parle des solutions sanitaires, c'est quand même inquiétant. Il n'a jamais été médecin, il n'a jamais été chercheur, il n'a jamais été scientifique. C'est un bon informaticien, un bon génie de l'informatique. Ok, tout le monde n'a pas ses capacités peut-être, mais dans le domaine sanitaire, c'est zéro pointé. Mais par contre, c'est lui qui fait la politique de santé publique du monde. C'est quand même dommage. Et à partir de là, il y a eu un autre changement. Vous n'avez peut-être pas perçu, c'est le directeur. Enfin, je dérive un peu sur ce que j'ai à dire, mais ça explique quand même pourquoi j'en arrive là. Le directeur de l'OMS, c'est un Éthiopien, je ne sais jamais dire son nom parce que c'est un nom d'enfer, mais c'est l'ancien ministre de la Santé éthiopien. Pourquoi l'Éthiopie? Parce que la Chine a de grandes vues sur l'Afrique et l'Éthiopie est le plus grand pays d'Afrique et un des plus pauvres. Donc, mettre à la direction un Éthiopien, c'était stratégique. C'était stratégique pour la Chine
qui derrière les fondations, est tout à fait intéressé par ce rapport avec l'OMS. Et donc, cet Éthiopien, qui était un ancien ministre de la Santé, qui a fait du génocide dans son pays, donc vraiment quelqu'un de particulièrement qualifié en matière de santé publique, eh bien, c'est lui qui décide, à l'heure actuelle, sous le joug des multinationales, ce qui se passe. Enfin, les fondations, plus exactement. C'est des multinationales déguisées, parce que quand il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur la Fondation Bill et Melinda Gates, que je vous encourage à lire, je vous assure, c'est édifiant. Il y en a une en particulier de Actes Sud qui dit la philanthropie de Bill Gates. Vraiment, je vous le conseille, c'est un petit bouquin, mais ça explique beaucoup de choses, et ça explique surtout comment Vandana Shiva, que je connais bien aussi, qui est à l'heure actuelle la présidente internationale sur la biodiversité à l'Université de Florence, a été intimidée par Bill Gates à l'époque où elle était ministre de l'Agriculture en Inde. Cette Vandana Shiva, pour rappel, c'est une physicienne et qui s'est beaucoup battue pour les paysans en Inde, parce que ces paysans étaient contraints dans des conditions pitoyables de même vendre leurs reins, un œil, pour pouvoir payer les semences dont ils avaient besoin. Donc elle s'est élevée au niveau international, elle a réussi à faire arrêter certaines choses, mais c'est vraiment une femme absolument extraordinaire, que j'en conseille, si vous avez l'occasion de l'entendre, de la voir ou d'aller sur les informations qu'elle peut donner, c'est vraiment fabuleux, parce que des gens comme ça, on n'en a pas des tonnes sur Terre. Et donc, elle avait été intimidée par Bill Gates, qui lui avait dit, moi, je vous résous tous les problèmes d'agriculture en Inde. Il faut savoir que quand Vandana Shiva est devenue ministre de l'Agriculture, en Inde, il y avait plus de 1000 sortes de semences. Il y en a 80. Tout a été radié dans la mesure où c'est les OGM qui ont pris la place. Et les OGM, c'est le moyen de tenir les agriculteurs pour qu'ils ne puissent plus avoir leur autonomie sur les semences. Et l'autonomie sur les semences, c'est comme l'autonomie sur les médicaments, c'est le même niveau et par les mêmes personnes derrière. Alors pas en première ligne, mais en deuxième ligne, oui. Donc si vous voulez, voyez, j'ai beaucoup changé de thème, mais en fait tout ça c'est lié. Et pourquoi je suis autant investie, que je fais des interventions scolaires, des interventions universitaires partout, c'est pour essayer de parler de ce que le peu que je sais, mais qui est suffisamment important pour que les gens comprennent pourquoi je suis aussi investie là. Moi, j'ai des enfants et des petits-enfants, je ne peux pas tolérer qu'on puisse faire n'importe quoi avec les générations futures. Donc, il faut agir, on n'a pas le choix. Donc, je continue. Donc, la santé environnementale, en 1999, ça ne fait que quand même 22 ans, que l'Organisation mondiale de la santé parlait que l'environnement était la clé d'une meilleure santé. Bon, c'est curieux, hein ? Ça remonte quand même à quelques années, mais pour l'instant, les ministres de la Santé qu'on a eu en France, j'en ai pas beaucoup qui en ont entendu parler. Si ce n'est Véran, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à une certaine époque où il était suppléant de Mme Fioraso, et où il m'avait demandé un travail avec lui, que j'ai fait, mais je ne pense pas qu'il en ait gardé quelques souvenirs. Hein. Ça, c'est une petite information. Donc, la santé environnementale, ça c'est la définition, comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie. Donc, qualité de vie, on ne parle pas de soins, hein, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Vous voyez que c'est quelque chose d'excessivement large comme définition, qui montre bien que là, on ne parle pas de soins. La santé environnementale, c'est une vision globale, transversale, de toutes les expositions auxquelles nous sommes soumis et qui peuvent être le nid de pathologies. Et ça, il faut l'avoir imprégné dans sa tête pour avoir envie de faire avancer les choses et envie de faire connaître la situation qui, elle, est en difficulté parce que les aspects chimiques, physiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques, c'est quand même pas la panacée de la santé en France. De toute façon, la santé en France, c'est le soin. Le soin dans sa
fonction la plus limitée, c'est-à-dire soigner une pathologie. On ne sait pas si cette pathologie ne va pas endiguer une autre pathologie et que le soin ne va pas être lui-même porteur d'une autre pathologie. Ça, ce n'est pas le problème. L'essentiel, c'est le soin dans sa limitation d'esprit. Et pour moi, pour représenter l'association, je suis dans les instances nationales et régionales, et je peux vous dire qu'ils n'en ont rien à faire. Le problème, c'est le soin. C'est faire en sorte de faire croire qu'on fait de la santé publique. La santé publique, elle n'est même pas sous mes pieds. Et j'oserais le dire à n'importe qui, que ce soit n'importe quel ministre ou n'importe quel président. Parce que c'est lamentable. Bon, alors l'historique, écoutez, il y a quand même un moment qu'on parle de la prise de conscience et des alertes et des lanceurs d'alerte. Il y a une loi qui vient de passer là. Sur le site de Sera, vous allez pouvoir trouver la référence du dossier sur les risques que prennent les lanceurs d'alerte. Parce que indirectement, je fais partie des lanceurs d'alerte depuis fort longtemps. Ce n'est qu'en 1962, donc ça fait quand même quelques années, me semble-t-il, que Rachel Carlson a parlé du printemps silencieux. C'était une chercheuse américaine qui avait mis en évidence le fait qu'il y avait une disparition phénoménale des oiseaux et que le printemps n'entendait plus le chant des oiseaux. Elle a alerté, elle a fait des tas de recherches, elle a fait des tas d'études, elle a mis en évidence les choses. Ça a bougé? Non, surtout pas. Après, Anna Soto, que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer beaucoup, le rôle des œstrogènes. Les œstrogènes, c'est des hormones qui vont modifier l'ensemble de l'organisme, le métabolisme de votre corps. Il faut savoir que Anna Soto, elle faisait des recherches sur le cancer. Au départ, c'était sur le cancer. Après, elle a changé un peu sa voie d'accès avec des rats. Et ce qu'elle avait constaté, c'est que dans les séries de rats elle avait des anomalies qu'elle ne comprenait pas et qui n'étaient pas en corrélation avec l'alimentation qu'elle donnait à ces rats ou les études qu'elle faisait sur ces rats. Eh bien, c'était les cages en plastique dans lesquelles étaient élevés les rats qui étaient en train de modifier le comportement métabolique des rats. Et c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Anna Soto, elle vient régulièrement en France, on la rencontre assez régulièrement, c'est une femme aussi fabuleuse. Donc tout ça, et ça a conclu sur la conférence de Wickfred avec Théo Colborn, qui est elle aussi quelqu'un qui a mis en évidence toutes ces problématiques. C'est-à-dire qu'on a tout le ferment de la connaissance, mais faut-il l'utiliser? C'est comme là, vis-à-vis du changement climatique. Alors on nous sort n'importe quoi, n'importe qui se devient expert en climat et se dit très compétent. Il y a des gens qui ne font que ça. L'essentiel, c'est de trouver les bonnes gens. Alors maintenant, à la limite, je vais vous dire, en tant que scientifique, je suis écœurée du monde scientifique. Parce que maintenant, tout le monde se dit expert, tout le monde sait, mais tout le monde sait comment, avec quoi et avec qui et par qui. Et tant qu'on n'aura pas cette vigilance personnelle de chercher et de comprendre qui manipule les informations, eh bien, nous sommes devant une difficulté. Or, la multi-information, c'est comme quand on n'en a pas du tout, on ne sait plus que faire, et on est complètement désarmé. Et c'est à ce stade-là que nous avons vécu ces 2 ans. Vous pouvez l'avoir constaté. Donc, je ne vais pas vous faire le listing de tout ce que j'ai écrit là. Bon, je travaille beaucoup avec le professeur Bellepomme, qui a été le premier à faire des études, à vraiment faire des études sur la chlordécone aux Antilles pour mettre en évidence les problèmes de cancer sur les habitants des Antilles, en particulier Martinique, Guadeloupe. Et si vous voulez, ça continue. Parce que les sols sont complètement imprégnés, l'eau est imprégnée, l'eau de mer est imprégnée, tout est imprégné. Il faudrait qu'ils vivent qu'avec du produit hors sol. Vous voyez ce que ça veut dire? Et tout ça pour que nous ayons des bananes. Ah ben c'est sympa d'avoir des bananes. Le seul problème, c'est que par hélicoptère et par avion, on envoyait le chlordécone au-dessus des salariés, au-dessus des villages. Donc tout le monde en prenait. Il n'y avait pas besoin d'être dans la bananeraie pour être... Oui ?
j'ai pas le nom de ce produit. Je disais que il me semble, on parle du chlordécone, oui. mais il y a des gens aux Antilles qui se méfient d'un autre produit qui leur paraît tout aussi dangereux parce qu'ils pensent aussi au chlordécone et comment on les a pris pour des imbéciles. Voilà. Mais c'est pour ça qu'ils ont voté comme ils ont voté aussi. Hein. Il y a eu une corrélation entre les résultats des votes antillais et justement la méfiance, la défiance qu'ils ont vis-à-vis de l'État français. Donc, bon, je ne vais pas tout énumérer. Et le dernier en date, que je connais bien aussi, Rémi Slama, qui est directeur de recherche à l'INSERM à Grenoble, qui s'est beaucoup occupé sur la problématique de l'exposition des enfants, même dans la voie in utero, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 1000 jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'aux 2 ans, de l'exposition des enfants via la maman d'abord et après via l'environnement de l'enfant sur la pollution de l'air, et qui, on sait que c'est des périodes cruciales vis-à-vis du développement du métabolisme de l'enfant, et si on n'y prend pas garde, et bien après on aura des maladies chroniques qui vont se perpétrer. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc maintenant il est même professeur au Collège de France, et si vous voulez, c'est des gens qui sont des lanceurs d'alerte à leur niveau, avec leur capacité, les suivre et être près d'eux et les soutenir et faire des actions avec eux, c'est passionnant, parce que d'abord on s'acculture nous-mêmes, mais en plus de ça, on soutient des gens de valeur et qui sont fort intéressants. Moi, je pourrais vous en donner une dizaine, mais ce n'est pas l'objet de la réunion. Mais je continue quand même, parce que sinon, le temps passe. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'on dit qu'il va y avoir des mutations et les gens vont s'habituer. Oui, de toute façon, des mutations, on n'est pas des drosophiles qui ont une durée de vie extrêmement courte et pour lesquelles les mutations sont possibles. La durée de vie d'un humain, on peut dire que c'est de l'ordre de 70 ans en moyenne, et que par conséquent, il n'y a pas des mutations qui puissent permettre de s'adapter à un système, s'adapter à des expositions, s'adapter à des changements climatiques, s'adapter à des choses comme ça. On a une durée de vie telle que, de toute façon, on subit pendant un certain temps, et en particulier dans la petite enfance, des choses qui vont être problématiques sur le futur. Et d'où l'intérêt de travailler. C'est ce que j'essaie de faire avec la petite enfance, avec les gens qui travaillent dans ces domaines-là. Parce que, si vous voulez, c'est là où on va avoir des pathologies qui vont se développer à bas bruit, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément les voir, mais qu'au fur et à mesure, ça va se développer. Et disons que les personnes touchées, eh bien, disons que c'est des patients rêvés pour l'industrie pharmaceutique. Donc, là aussi, faire attention à cette exposition, c'est très important. Donc, voilà, c'est le vice-président de l'association qui a fait ces dessins que j'aime beaucoup, parce que le même organisme entre les hommes quasiment préhistoriques qui se contentaient d'un environnement qui était absolument naturel dans toute sa splendeur. Le naturel n'a pas que du bon, mais il a plus de bon que le milieu artificiel qui est le nôtre à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on est environné, mais on est environné de particules, de pollution de tout ordre, et sans même réfléchir que ça a des conséquences. Autre chose qui est intéressante, depuis 1989, la Charte européenne de l'environnement et de la santé dit « chaque individu, donc nous sommes tous concernés, a l'obligation de contribuer à la protection de l'environnement dans l'intérêt de sa propre santé et de la santé des autres. » Il faudrait peut-être le rappeler à nos ministres. Vous ne pensez pas que ça pourrait être intéressant ? Parce que je pense qu'ils ont oublié ce facteur-là. Alors, là, je suis dans un milieu assez rural, et par conséquent, j'ai régulièrement des appels des gens des noyeraies de Saint-Marcellin et du secteur qui m'appellent au secours en me disant « ça y est, ils sont en train de faire des épandages, on en a partout, on ne peut plus respirer, on est obligé de fermer les fenêtres. » Enfin bon, toutes les choses qui vont bien, quoi. Mais c'est la même chose dans les vignobles. Dans les vignobles, c'est pire. Alors, il y a une carte de génération future qui a été faite, mais que je vous montrerai à la fin, qui montre toutes les expositions multiples auxquelles nous sommes soumis.
Notre région n'est pas la plus soumise parce que ce n'est pas une région viticole, parce que c'est les régions viticoles qui sont les plus touchées. Donc tous les secteurs où il y a des grands crus, je peux vous dire que c'est particulièrement difficile pour eux. La pollution de l'air via l'industrie ou via la circulation automobile, je n'ai pas besoin de vous dire, maintenant on en entend suffisamment parler, c'est 48 000 morts par an. Donc quand on nous a parlé de la Covid, on n'a jamais parlé de la pollution de l'air, ça avait disparu de la circulation, il n'y avait plus du tout de problème. Hein. Mais bon, comme je vous disais, pardon ? Oui. Oui, mais les voitures d'Amazon circulaient, les voitures les voitures individuelles ne circulaient plus, vous avez raison. Mais il y en avait d'autres qui circulaient à la place et ça, on n'en a pas parlé. Moi, je suis vice-présidente d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, je peux vous dire qu'on a bien vu les différences, on a les mesures, on a les calculs en direct tous les jours, donc je peux vous dire les suivis. Il y avait il y en avait moins, mais ce n'était pas le même type de voiture. Et bon, on pourrait parler de la qualité de l'air pendant des lustres aussi. Mais il faut quand même savoir s'arrêter. Donc, quel type de pollution génère le plus de dysfonctionnement sanitaire, c'est-à-dire sur nos organismes, sur le métabolisme de nos organismes? La pollution chimique. Je suis chimiste, je suis bien placée pour vous le dire. Donc, toutes les expositions au type alimentaire, au type d'exposition des produits qu'on a fabriqués, enfin, oui, parce que c'est carrément fabriqué à partir de la terre, tous les emballages, enfin bon. Pollution biologique, elle a toujours existé aussi, mais ce qu'il y a, c'est que justement, notre corps était peut-être mieux armé à pouvoir résister parce que notre système immunitaire était particulièrement bon. Et les injections, ce n'est pas pour arranger les systèmes sanitaires, j'ose le dire là aussi, hein, parce que c'est casser les systèmes sanitaires et faire en sorte qu'on soit moins résistant, contrairement à ce qui est dit. Donc, hier, on a vu dans le film les micro-organismes qu'il y avait dans l'eau à travers le monde qui étaient en capacité d'être transmis avec des animaux vecteurs jusqu'à l'homme, suivant l'utilisation qu'on en faisait. La pollution électromagnétique, qui n'a pas un smartphone? Enfin, c'est vraiment le joujou de chacun. Comment vivre sans smartphone? Je n'en ai pas, je peux d'autant plus en parler. Mais c'est invivable. Hein. Je peux vous dire que j'assume, mais c'est invivable. Parce que de toute façon, tout n'arrive que par là, ou par Internet. Alors moi, je me sers beaucoup d'Internet, mais je ne me sers pas du smartphone ni des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est les réseaux du n'importe quoi. Les gens mettent n'importe quoi, tout le monde est au courant, tout le monde connaît le meilleur expert, tout le monde connaît le meilleur spécialiste. Ce qu'il y a, c'est que moi, je préfère me référer aux gens en qui j'ai confiance plutôt que des gens que je ne connais pas. Et puis, on apprend tous les jours. Et tous les jours, on peut aller plus loin dans la démarche et dans la réflexion. Pollution. Pardon ? Oui, bien sûr. Pollution radiologique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a largement oublié. Là, on a la centrale de Zaporijia qui est quand même dans les mains des Russes. Le IEA est à l'intérieur pour essayer de surveiller et dit déjà qu'ils n'ont pas accès aux choses auxquelles ils espéraient avoir accès. Donc on n'est pas trop tranquille. Parce que, de toute façon, un problème de centrale, c'est souvent dû, on l'a vu en particulier avec Three Mile Islands aux États-Unis et Tchernobyl en Russie, c'est des incidents techniques humains. Quand vous avez l'armée aux fesses qui vous surveille toute la journée, je peux vous dire qu'on peut ne pas être tranquille de ce que les Ukrainiens ont à gérer dans leur centrale. Et c'est en train de regarder le IEA. On verra ce qu'ils sont capables de dire. Je ne présage rien de leurs paroles, mais néanmoins, on peut être attentif. Néanmoins, je vous dirai quelque chose. Tous ceux qui sont ici, vous faites partie de la région Rhône-Alpes. On a un grand nombre de centrales nucléaires. Partout. À Grenoble, à l'ILL, on a un centre de recherche. Eh bien, contrairement à la réglementation, la distribution d'iode n'est pas faite dans la presqu'île de Grenoble, elle est faite sur les 2 km alors que c'est 25 km. Pourquoi des dérogations?
Pourquoi nous, là, dans le secteur, nous avons Saint-Vulbas, nous avons le Bugey, nous avons toutes les centrales qui sont sur le Rhône, on pourrait se méfier. Mais ayez des pastilles d'iodure de potassium, au cas où on ne les prend pas comme pilule du lendemain, on la prend si on en a besoin. Mais il faut déjà les commander, parce que, comme par hasard, vous ne pouvez pas les avoir directement. Parce que c'est le centre pharmaceutique des armées qui les détient. Donc, vous faites la demande à votre pharmacien, vous lui dites « Monsieur, madame, j'aurais bien besoin que vous me commandiez des pastilles d'iode. » Des pastilles d'iode, vous avez besoin pourquoi? Vous n'avez pas d'ordonnance? Ben non, je n'ai pas d'ordonnance, mais j'en veux. Je vous les commande. Ah, mais ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible, mais il faut que vous la commandiez. Ah oui, mais il va falloir que vous attendiez 8 jours. Oh, bah, on espère que pendant les 8 jours, il n'y aura pas une centrale qui pètera. Hein, parce qu'en fait, le jour où il y a une centrale qui pète, il faudrait le prendre dans les heures dans lesquelles la centrale pète. Parce que c'est là où ça a une importance sur la thyroïde. Et le problème, c'est saturer la thyroïde avec de l'iode non radioactif pour que l'iode radioactif ne puisse pas entrer dans votre organisme. Donc, une mesure de précaution, ayez chacun votre boîte de pastilles d'iode dans votre armoire à pharmacie, et il n'y a pas de durée de péremption, contrairement à ce que disent les pharmaciens. C'est un composé chimique très, très simple et très, très courant. Donc, essayez d'en avoir. Bon, donc je vous ai mis donc la radioactivité naturelle. Alors, les navigants dans les avions, eux, sont concernés par l'exposition radiologique. D'ailleurs, ils ont des mesures qui doivent être faites régulièrement de l'exposition. Alors, c'est des rayons cosmiques, qui sont des rayons aussi avec des composés radioactifs. Donc, si vous voulez, c'est des choses qu'il faut savoir. Et c'est pour ça qu'ils avaient une retraite anticipée, parce que justement, ils sont dans des situations qui ne sont pas toujours... on en reparlera. Et la radioactivité naturelle, mais ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y en a pas. Alors déjà, les rejets des centrales, ils ont des autorisations et des dérogations pour rejeter dans le milieu du tritium, entre autres, mais d'autres projets fluides radioactifs, à une certaine capacité. Si ce n'est qu'en ce moment, on n'a pas d'eau, donc la dilution n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut imaginer. Donc le changement climatique, qui pour certains n'existe pas, eh bien, le problème, c'est comment on alimente en eau les centrales pour refroidir les réacteurs. Donc on est dans une nasse dans laquelle il faut être conscient et être acteur. Si on attend que le gouvernement veuille bien décider de faire des dérogations à tour de bras, de faire des autorisations à tour de bras, sans qu'on prenne conscience que nous, notre rôle de citoyen, d'électeur, c'est de savoir juger ce qui se passe et de poser des questions aux élus et aux autres. Oui. Allez. Oui, je vous remercie. J'aurais une question à vous poser concernant la santé humaine et notamment les radios pulmonaires et autres, IRM, scanners, etc. Quelles sont les incidences sur la santé de ce genre d'examen? Merci. Alors, je vous en parlerai après en aparté, parce qu'en fait, suivant les examens, les expositions ne sont pas du tout les mêmes. Suivant les sites qui sont irradiés, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, si vous voulez, c'est très complexe et je n'ai pas forcément la science infuse sur tout. Ce qu'il y a, c'est que quand vous faites un examen radiologique, vous pouvez et vous devez demander au médecin radiologique quelle est la puissance de ce qu'on vous a mis, quel est le produit qu'on vous a injecté avant pour faire la lumière sur votre pathologie. Il y a des choses à demander, mais il ne faut pas accepter tout ce qui se passe. Oui, à ce sujet, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, ils injectent un produit pour révéler effectivement et qu'il y ait des examens qui sont beaucoup plus précis. Et vous voulez parler du gadolinium ? Entre autres. Entre autres, voilà. Bon, moi, personnellement, qui est créé à l'ILL. J'ai eu un examen et j'ai refusé l'injection de gadolinium. Donc, c'est possible. Et vous êtes vigilant, c'est bien. Le médecin, le radiologue, d'ailleurs, fait un compte-rendu qui ne lui a pas posé problème, par ailleurs. Merci. Oui, mais si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'on ne connaît pas finalement beaucoup de nos capacités d'agir.
Et c'est en ce sens où moi j'essaie d'apporter des éléments, je ne suis pas à la science infuse, hein, mais j'essaie de donner des éléments qui permettent d'aller plus loin et de savoir à qui s'adresser et à qui poser les bonnes questions. Mais dans le domaine médical, il y a tellement à faire qu'on ne va pas partir là-dessus, mais la santé environnementale fait partie, enfin, la santé, le mot santé, devrait interpeller les médecins. Mais beaucoup ne sont pas interpellés. Nous, on fait des formations en santé environnementale. On a pas mal de soignants qui participent. On en est à la 10e formation. C'est 189 heures de cours sur 9 mois. Donc, vous voyez, il y a du boulot derrière. Et tout ça, je ne vous dis pas... et tout ça, pratiquement, à fond, on égalise à peu près le travail et ce qu'on a à faire et à produire. Mais bon... On a des tas de médecins qui comprennent et qui viennent à nous et qui disent on veut travailler avec vous, on veut continuer, on veut aller plus loin. Vous avez ici des gens qui ont participé aux formations et qui en demandent toujours plus en disant mais là-dessus, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments pour aller plus loin? Bon, je continue parce que sinon le temps passe. Bon, la qualité de l'air. Alors bon, je suis vice-présidente d'Atmo, donc je me bats sur la qualité de l'air, entre autres. Il y a eu une nette amélioration de la qualité de l'air, mais encore faut-il avoir les bons capteurs et pour faire les bonnes mesures. Le problème, c'est qu'on a des capteurs qui sont maintenant agréés, on a des règles européennes, mais la directive de l'air, il faut qu'elle soit modifiée, elle date de 1996. Il faut absolument revoir ça. Alors l'OMS demande des mesures plus contraignantes, mais les élus disent non mais attendez, qu'est-ce que vous allez encore nous demander ? 48 000 morts par an, c'est pas beaucoup. Ben non, c'est rien. On n'en entend pas parler. C'est pas grave. 1 milliard par an de frais médicaux par rapport à la pollution de l'air. Mais c'est rien. Les milliards, quoi qu'il en coûte. Alors ça, oui, d'accord. C'est une petite analogie par rapport à l'exposition de toute la famille. Voilà. Donc, ce que ce dessin symbolise, c'est que l'enfant, il n'a pas un système terminé. Et par conséquent, il est plus facilement atteignable par des expositions multiples. Donc l'enfant, on doit le protéger encore plus. Bien entendu, on a tous ces contaminants autour de nous. Mais l'enfant, il faut prendre des précautions supplémentaires. Parce qu'ils sont plus près du sol, donc plus près des pollutions. En plus de ça, s'ils sont à 4 pattes, je ne vous dis pas, ils ramassent tout. Mais, comme vous l'a dit hier Marie-Monique Robin, l'immunité, elle se gagne aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et des études sont faites, que les enfants qui vivent dans les milieux ruraux sont moins souvent malades que ceux qui vivent en pleine ville. Parce qu'en fait, ils sont exposés à de multiples choses. D'ailleurs, quand les gens vivaient à la campagne, ils n'avaient pas du tout les mêmes pathologies qu'on a maintenant. Donc il y a aussi une réflexion, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est vrai que c'est pratique d'habiter en ville, c'est pratique surtout quand on travaille, mais avantage et inconvénient à faire le choix. Donc là, c'est ce qu'on appelle les sentinelles de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est notre environnement, donc pour ce qui est de la prévention, surtout vis-à-vis des enfants. Oui, parce qu'ils n'ont pas le même système de respiration, parce qu'ils respirent beaucoup par la bouche, l'immaturité de tous les organes, et par conséquent, ils sont plus vite impactés. Bon, alors là, je reviens à quelque chose que vous connaissez bien dans le secteur et dans tous les milieux agricoles, c'est comment finalement les pesticides, qui sont quand même la révélation de l'après-guerre, comment ils vont affecter les sols, affecter les eaux, affecter l'air, et des pesticides, on en trouve partout, où qu'on va. Même quand on achète bio, comme malheureusement, le cycle des pesticides montre bien que l'air va en volatiliser pas mal. C'est que lorsqu'on fait une pulvérisation, merci, de pesticides, eh bien, si vous voulez, en fait, les 3/4 partent dans l'air. 1/4 va dans la plante, et une partie reste dans les sols. Et maintenant, on fait des semences enrobées, merci, mais je ne trouve plus mes mots, excusez-moi.
des semences enrobées, si bien que le pesticide va rester tout le temps dans le sol. Et il va profiter aux autres plantes derrière. Alors quand il y a un assolement, vous imaginez que l'autre plante, elle n'a pas forcément besoin des mêmes insecticides que celui que vous avez. Et les OGM, c'est une autre problématique. Et maintenant, on fait des plantes OGM qui résistent aux pesticides pour continuer à utiliser des pesticides pour que tout le monde puisse en profiter. Et en particulier, les groupes phytopharmaceutiques, c'est-à-dire que toute l'industrie pharmaceutique est derrière, en même temps que l'industrie chimique. Donc c'est les mêmes qui profitent de tout et qui ont tous les avantages financiers, et qui finalement, pour participer à pas mal de colloques à tous les niveaux, je vais vous dire, ils s'en moquent royalement. Ils disent, mais si les gens sont pollués, c'est parce qu'ils le veulent bien, ils n'ont qu'à prendre des précautions. Les agriculteurs, ils n'ont qu'à mettre leur scaphandre et ils ne seront pas contaminés. Non mais attendez, mais ils prennent les gens vraiment pour des andouilles. Donc il faut protéger les riverains, les agriculteurs, les utilisateurs et toute la population. Donc, vous n'avez pas besoin que je vous fasse un commentaire là. Je pense que le dessin est suffisamment explicite. C'est-à-dire que vous avez la pulvérisation de pesticides qui va être vaporisée, qui va tomber dans le sol, qui va bien entendu être arrêtée un peu par la faune et la flore, et qui finalement arrive dans la rivière et dans la mer et l'océan. Et à l'heure actuelle, on a un gros problème, peut-être l'avez-vous vu passer sur la mer des Sargasses, pas sur la mer des Sargasses, sur le problème des Sargasses. À l'heure actuelle, les Sargasses, c'est un peu les algues vertes qu'on a en Bretagne. C'est le même principe, c'est-à-dire c'est l'eutrophisation des polluants qui viennent de l'agriculture, en particulier brésilienne. Pourquoi ? Parce qu'au Brésil, c'est le soja, c'est la déforestation, c'est tout ce qu'on peut imaginer de destruction des écosystèmes à des vues agricoles, qui partent dans l'océan via l'Amazone et tout ça, et qui remontent jusqu'aux Antilles. C'est pour ça que les Antilles sont souvent mis en avant sur la problématique des sargasses qui empêchent, si vous voulez, un bon accès à la mer, c'est des algues, et en plus de ça, en se putréfiant, elles diffusent de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfureux, donc très dangereux. Et à l'heure actuelle, ce phénomène des sargasses va du Brésil jusqu'aux Antilles, traverse l'océan, jusqu'en Afrique, parce qu'en Afrique, on commence à beaucoup utiliser les engrais chimiques, et par conséquent, c'est un rideau de sargasses à travers l'Atlantique. Donc, vous voyez, il y a des choses quand même qui sont vraiment importantes à savoir. Alors, je fais beaucoup de digression, mais bon, ça m'est pas possible autrement. Alors, dans les pesticides, ce qu'on appelle les POP, c'est-à-dire les polluants organiques polluants, c'est quand même persistant. C'est quand même un terme qui est utilisé par l'industrie chimique et qui met quand même ces produits à disposition des agriculteurs ou des autres. Donc, si vous voulez, ça veut bien dire qu'ils le savent, la problématique, mais ils ne la mettent pas en œuvre. Donc, nous, on travaille. Alors, notre association est associée aux procédures avec secret toxique au niveau du tribunal de Paris, contre l'ANSES d'ailleurs, l'Agence de sécurité sanitaire qui donne des autorisations de mise sur le marché de pesticides, sans complément de ce que fait l'industrie, et qui est transmis à l'EFSA, donc l'Agence européenne des aliments, et nous faisons une autre procédure avec le Parlement européen au niveau des pesticides. Donc vous voyez, les actions de l'association, elles sont multiples et c'est sans fin, quoi. Si vous voulez des informations, je vous les donnerai après. Donc, dans l'environnement, c'est la même chose. Hein. L'air, l'eau et la terre sont touchés par ces produits persistants organiques et qui restent dans les terres et qui restent dans les sols et dont tout le monde profite. Alors qu'on ne soit pas surpris qu'on ait des tas de pathologies qui naissent. Voilà, ça c'est une étude faite par Génération Future d'ailleurs. Une enquête sur les substances dans les aliments qui est dans les cantines des enfants. Eh bien, 128 résidus chimiques dans la journée que prend un enfant, avec 81 substances chimiques différentes et avec 36 pesticides. Voilà, c'est le menu des petits à la cantine. C'est sympa, hein ? 47 substances cancérigènes
et 37 perturbateurs endocriniens. Et on veut qu'il n'y ait pas de problème. Mais comment? On a beau être résistant, et comme la résistance diminue avec beaucoup de choses qui nous entourent et les projets que l'on a encore, eh bien, c'est quand même inquiétant. Donc la réalité de notre exposition aux perturbateurs endocriniens est bien une exposition à des mélanges, en particulier dans le cas de l'alimentation. Donc le choix alimentaire, c'est un choix crucial. Quand on achète des produits transformés, quand on achète des produits de bas prix souvent, mais même des choses qui sont chères, sans regarder les ingrédients et sans voir les additifs, tout ce qu'on peut rajouter. Mais c'est tellement facile de faire sa cuisine avec des produits de base. On a maintenant des agriculteurs, des maraîchers qui sont vraiment en train de changer leurs procédures pour produire sur place des choses agréables, sympathiques, fraîches et de qualité. Mais pourquoi ne pas les faire travailler? Ce n'est pas la peine de faire travailler les pays du monde qui nous impactent avec leur alimentation. Donc voilà l'étude, justement, ça c'est celle de Que Choisir, mais là ils viennent d'en ressortir une autre, mais elle est à peu près la même chose. C'est-à-dire, là on voit des études qui sont faites sur des pommes, des poires, des raisins et des fraises, et on voit bien que finalement il n'y a rien. Alors même quand ils sont bio, il y a quand même des impacts, parce que je vous dis, par l'air, il peut y avoir, ou par l'eau, il peut y avoir des impacts. Oui? Oui. Alors le cuivre, c'est une molécule qui est intéressante. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas en abuser. De toute façon, c'est une matière qui est utilisée et autorisée en agriculture biologique, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas en abuser, mais comme tout. Mais c'est un antibactérien, et par conséquent, c'est intéressant. Alors, je vous parlerai des plastiques. Comment ne pas parler des plastiques? Et je parle d'Homo plasticus, puisque nous sommes des Homo plasticus. Hein, tous, autant que nous soyons, même si on fait tout ce qu'on peut. Mais alors, je peux vous dire que c'est vraiment la catastrophe du XXIe siècle. Moi, je peux dire que tant qu'on n'aura pas réagi, alors il y a des petites réactions au niveau du Parlement européen, au niveau des réglementations internationales, mais c'est vraiment très, très limite. 10 tonnes par seconde sont produites dans le monde. Tant qu'on n'arrêtera pas de produire des plastiques et d'utiliser des plastiques, c'est qu'on n'a rien compris au film plastique. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment qu'on change notre manière de voir, notre manière de faire, notre manière de comprendre et notre manière d'être des citoyens responsables. On ne peut pas demander qu'il n'y ait plus de plastique si on l'utilise tous les jours. Oui, je vous entends. Les plastiques, de les produire, oui, mais de les recycler aussi. Alors le recyclage, c'est une sacrée anomalie. Oui, parce que le nombre de saloperies qu'on trouve sur les plages et dans les rues ou à côté, oui, bah, je vous jure que normalement une plage, c'est fait avec quoi? De l'eau, du sable, des coquillages et puis quelques algues peut-être. Voilà. Ça c'est les grains de sable. Normalement, il doit y avoir que ça. Qui sont colorés. Oui. Coloré par quoi? Par le plastique qui est roulé par la mer. Tintin, si vous saviez le nombre de saloperies qu'on trouve sur la plage. Mais je suis bien au courant. Je suis bien au courant. Si c'est, comme je dis toujours, si c'était des billets de banque, ça traînerait pas longtemps sur la plage. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est dans les abysses. Parce que il suffit pas de voir des mers de plastique, c'est que ça finit par descendre petit à petit. Et que les abysses en sont tapissés, et que donc les plantes, la faune et la flore, et surtout le plancton qui est dans la mer, est en train d'être passablement intoxiqué par ces plastiques, et donc c'est vraiment quelque chose d'assez insupportable, et pour lequel on n'a pas du tout pris la mesure de l'utilisation. Donc si vous voulez, je vous fais un panorama qui n'est pas très agréable, qui n'est pas très sympathique, mais si je ne vous fais pas toucher du doigt les petites choses sur lesquelles on peut tous agir au quotidien, c'est quand même quelque chose d'important. Donc là, vous avez les sigles que vous allez trouver derrière les produits utilisés en alimentaire. Donc derrière, vous avez le petit triangle que vous avez là pour montrer
quel plastique c'est. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on fait du recyclage. Alors, le recyclage, quelle bonne idée. Mais quelle bonne idée pour les Total et compagnie, et Coca-Cola et tout ça. Parce que c'est génial comme idée. C'est qu'on va utiliser les plastiques, qu'on va recycler. Alors, un plastique, c'est une molécule de base qui est là, plus 25 000 choses à côté, des additifs, des colorants, enfin, j'ai plus les termes, mais bon, énormément, il y a peut-être 25 molécules différentes dans un plastique. Quand vous allez tous les mettre ensemble, ben, ça va faire un bon cocktail. Hein. Là, vous pouvez être content du résultat. Hein. Et ça, on se réjouit. Là, à l'heure actuelle, on fait de la publicité pour des bouteilles d'eau en plastique recyclé. Mais quand on réfléchit 3 secondes, comment on peut acheter des bouteilles d'eau en plastique recyclé? Ah, mais c'est évident, hein. Soyez sûrs, l'eau du Mont-Blanc. Ah non, mais franchement, c'est bien. Hein. Là, il faut quand même être lucide qu'il y a des choses sympas et que les grandes entreprises comme Danone et tout ça, ils pensent à tout. Hein. Ils sont assez géniaux. Hein. J'ai une question là à droite, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'on pourrait énumérer des tas de choses polluantes pendant toute la journée. Oui. Je crois que tout ça, c'est connu des Oui. autorités. Il y a des milliers de chercheurs qui travaillent là-dessus. Oui, d'accord. Ils savent tout. Oui. Ouais, c'est connu. Donc, si c'est connu, c'est que c'est voulu. Voilà. Donc, on veut le faire. Pourquoi? Parce qu'on a un système économique qui ne peut pas se passer de la consommation et du coût de la pollution, etc. Alors, ce qu'on fait jusqu'à présent, on va voter pour essayer de mettre des gens qui changent ça, mais on s'aperçoit que depuis 50 ans, 70 ans, ça ne change pas. Pas beaucoup, non, c'est vrai. Alors, peut-être qu'il faudrait se poser des questions déjà à ce niveau. Et de notre pouvoir citoyen. Oui, hein. Il faudrait se poser des questions à ce niveau. Est-ce que le vote peut faire changer les choses? Mais si vous trouvez autre chose, notre pouvoir d'action, c'est du quotidien jusqu'au vote. Vous savez, ce qui inquiète les autorités actuellement, c'est justement la baisse des votants. Enfin, ça les inquiète pas, ça les empêche pas de dormir. Ça les inquiète parce qu'à un moment, on va certainement faire autrement pour mettre des gens en place, plutôt que ceux qu'on a mis jusqu'à présent. On va faire un vote électronique. Vous n'avez pas compris que l'idée, elle est là derrière. Il y a peut-être encore autre chose. Mais bon, effectivement, comme vous faites, ça alerte du monde. C'est ce que j'essaie de faire. Hein. Oui. Très peu. Hein. Et donc, je pense qu'il va falloir en arriver à la grève générale. Tout à fait. Contre ceux qui nous gouvernent qui sont tous les mêmes depuis 70 ans, et demander à ce qu'on élise, par exemple, maintenant des gens comme vous ou d'autres qui se sont montrés vraiment engagés pour changer les choses. Parce que tous ceux qu'on a élus jusqu'à maintenant se sont jamais montrés pour engager les choses. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, et on essaie de faire ça pendant les campagnes électorales, on essaie de faire ça en amont dans les écoles, mais c'est chacun de vous en portant une petite bribe de ce que j'ai pu dire, parce que bon, c'est loin d'être exhaustif et vous l'avez largement révélé, mais c'est à nous d'agir, et ce qui a le pouvoir citoyen, on l'a perdu, et on n'a pas compris qu'on avait dans les mains l'arme secrète. Tout à fait. Alors je pense qu'il y a une deuxième chose, c'est aussi la question de la surpopulation. Oui. Il y a quelques années est venue ici une association qui s'appelle Démographie Responsable. Oui. Sans doute vous connaissez, Oui, ils sont venus là. Et ils avancent, mais il y a des barrages de partout. Ça aussi, c'est voulu. On veut qu'on continue à se reproduire exagérément par rapport à ce qu'on consomme. Hein. On a dépassé pour que justement le système continue de produire et de polluer. Alors, il y a une autre chose par rapport à ce qu'on appelle la surpopulation, c'est la densification de la population. Les gens sont dans les bordures littorales et sont dans les grandes villes. Ce qu'il y a une désertification de la campagne, une désertification de beaucoup de secteurs, qui est bien pour la nature, mais ce qu'il y a, c'est que quand on est concentré, les pathologies, elles flambent. Ouais, pardon, excuse de vous couper, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que même les écologistes le disent, pour vivre à peu près comme on consomme maintenant, il faudrait 5 planètes. Oui, c'est ça. Donc c'est qu'on est 5 fois trop déjà. Non, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Si, parce que comme on n'a pas le pouvoir actuellement, actuellement on n'a pas le pouvoir de changer
la Non, manière mais de vous- consommer. Donc il faut arrêter. Ben, c'est Tant la qu'on société n'y de arrive consommation qu'il faut arrêter, Il faut avant tout. limiter. Bien. Moi, Bon. moi, ce que je pense, c'est que Espace Naturisère a trouvé un nouvel adhérent. Déjà. Par Ça, rapport à la c'est une belle chose. surpopulation, par rapport à C'est- la je peux juste faire une petite remarque. Par rapport à la surpopulation, Marie-Monique Robin en a bien parlé hier Oui. soir. Je ne sais pas si ceux qui étaient là l'ont retenu. Elle a dit que c'était pas le problème qu'on pouvait nourrir. Enfin, elle n'a pas dit qu'on pouvait nourrir tous les humains, mais ça, je l'ai appris par Oui. ailleurs. Et pour lutter contre la surpopulation, c'est l'éducation. Elle a Exactement. vraiment mis l'accent Oui, là-dessus, tout à c'est-à-dire que l'éducation des femmes par rapport à la contraception, etc., et surtout pas de régulation autre. Voilà. Et puis, je profite que j'ai le micro pour vous faire un petit témoignage sur les perturbateurs endocriniens, les substances chimiques dans les aliments pour enfants. Parce que pas plus tard que dimanche dernier, nos petits-enfants sont arrivés avec des magnifiques sucettes gigantesques, multicolores, avec des jolies formes, emballées dans un petit papier plastique, bien entendu. Et sur ces sucettes, il y avait une étiquette qui listait tous les colorants, les E, il y en avait je ne sais plus combien, au moins entre 5 et 10, et un petit message clairement assumé qui disait que ces substances, alors il ne disait pas laquelle exactement, mais pouvaient provoquer des troubles du développement cérébral chez les enfants. Clairement assumé sur des sucettes, qu'on était complètement ébahis. Tous les adultes autour de la table étaient consternés. Et du coup, on a jeté les sucettes et les petits n'ont absolument pas râlé. Non, mais quand on leur explique, les enfants, que ça peut être Exactement. nuisible à leur santé, ils Et puis, peuvent voit tout qu'il y a à une fait véritable comprendre. Je vais vous dire, consensus autour moi de tout qui ça. interviens dans Pas les de écoles, de doute. l'école maternelle jusqu'à l'université, je peux vous dire que tout le monde est en capacité d'entendre. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne savent pas et qu'on ne sait pas forcément. Moi, j'ai fait partie du Conseil national de l'alimentation. Je me suis battue sur la formulation des ingrédients et des composants alimentaires. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une réticence test de l'agroalimentaire, parce qu'en France, c'est l'agro-business et c'est la grande distribution qui décide de tout. Bon, tant qu'on n'aura pas compris que c'est par ces biais-là qu'on peut essayer de changer nos comportements, bon, je le dis là, mais j'ai aucune prétention à dire ça. Je le dis en mon nom, je ne le dis pas au nom de l'association, mais il faut être lucide. Nous avons une question ici à droite. Oui, sur l'alimentaire, et notamment la responsabilité du citoyen. Je discutais avec un boucher hier, chez qui j'ai demandé des tranches de jambon blanc. Je lui ai dit, est-ce que c'est du jambon blanc sans nitrite? Et il me dit non. Et je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que les clients n'en veulent pas. Parce qu'ils veulent du jambon qui soit vraiment rose. Si vous leur donnez du jambon qui commence à être un peu marron, etc., ils disent, il ne doit pas être bon ce jambon, il doit être avarié, etc. Donc je lui dis, mais bon, j'ai pas eu le temps de discuter parce qu'il y avait d'autres clients, mais il faut aussi que quelque part les commerçants, les artisans essayent aussi de faire passer le message. Mais plus on aura aussi en tant que consommateur des questions de ce genre, c'est-à-dire un client qui dit tiens, je veux un jambon sans nitrite, un deuxième, un dixième, un centième, le boucher il va peut-être aussi commencer à infléchir son discours et sa façon de vendre ses produits et de proposer des produits de qualité. Voilà ce témoignage que je voulais vous donner. C'est tout à fait éloquent. Merci. Monsieur voulait parler? Merci. Bon, Oui, je vais avancer un rapidement peu. sur le comportement, je voulais simplement signaler qu'on ne change pas les comportements comme ça. Hein. Non. Il y a des études neurologiques, il y a Jean-Pierre Changeux qui a fait un Oui. livre là-dessus. On ne changera pas les gens dans les 10 prochaines années et même peut-être Non, il ne faut pas davantage. dire ça. Et il faudrait aussi que la télé le fasse, parce que les gens maintenant n'écoutent plus que la télé. Les grands Non, princes- ils n'écoutent que les réseaux sociaux. C'est plus la Ouais, télé. la télé aussi. Et les deux, mettons, les deux. Et du coup, si eux ne le font pas, ça ne se fera pas. Et Alors- comme ils n'ont pas l'intention de le faire, on peut toujours attendre. Alors, la réponse que je vais vous faire, qui est une réponse qui ne va pas vous faire plaisir vraiment, c'est que vous savez qu'on ne va plus payer la taxe audiovisuelle. Ah oui, tout le monde s'en réjouit, on n'aura plus à payer cette taxe. Si ce n'est que ça sera que des télévisions privées, sous contrôle privé, qui nous donneront les informations. Alors là, je peux vous dire que la charge en matière de publicité sera au top niveau, et malheureusement, c'est en train de se généraliser au niveau de toute l'Europe. Donc, si vous voulez, là aussi, le pouvoir des médias et le pouvoir des informations des médias, il est énorme.
que ça soit par la télé, que ça soit par les réseaux, que ça soit par ce que vous voulez, trouver les bonnes informations n'est pas simple. Je peux vous en parler savamment parce que moi, pendant 2 ans de crise sanitaire, je peux vous dire que je ne cherchais rien qui était donné par la France parce que je savais très bien que c'était pipé. Donc quand on a une défiance telle sur les systèmes, il faut savoir agir et agir ensemble. Et on est tout un groupe là, qui pour certains sont là, pour essayer de se donner les informations. On doit essayer d'arriver à trouver des situations pour se transmettre les informations. C'est peut-être petit groupe, mais petit à petit, les petites rivières font les grands fleuves et vont à l'océan. Hein. Donc à nous aussi de... Bon, je vais passer sur le système, sur les informations que je voulais vous donner sur les problèmes de l'agriculture conventionnelle et biologique. Alors, je vais très rapidement passer sur les objets connectés. Ah ben non, c'était ah oui, ça c'est encore les luttes contre... Voilà. Je voulais parler un petit peu des coûts énergétiques du numérique, parce que paraît-il, on est dans une transition énergétique, une transition de demande électrique. La demande électrique entre 1990 et maintenant a été multipliée par 40. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas construit de centrale nucléaire, pourtant c'est l'avenir de la France. On nous a tant dit. On n'a pas envisagé autre chose. Ça veut dire qu'on a des gouvernants qui font quoi ? Ils anticipent quoi ? Ils nous mettent dans quel pétrin ? Et là, avec le numérique, avec les smartphones et avec les QR codes, ça sera un contrôle des individus comme on n'a jamais connu. Et le coût énergétique du numérique est tel que si vous voulez, dans la mesure où les gens sont toujours connectés, n'arrêtent jamais leur Wi-Fi. Il faut dire que l'utilisation, quand vous n'arrêtez pas votre Wi-Fi chez vous, c'est l'équivalent de l'utilisation de votre sèche-linge toute la journée. Intéressant comme quantité énergétique. On peut s'en priver. Hein. Quand vous allez vous coucher, vous n'avez pas besoin d'avoir la Wi-Fi branchée. Hein. Mais d'ailleurs, Véran nous l'a dit, je vous rappelle. Plaisanterie à part. Il a dit qu'il fallait commencer par couper la Wi-Fi. Ah bah dis donc, il a fait une grande découverte ce jour-là. Il a dû tomber du lit. Hein. Et surtout qu'il y a de la pollution électromagnétique. Donc c'est double peine. Double peine. Voilà ce que c'est qu'un réseau de transmission. Et quand vous envoyez un SMS à votre petit copain qui est dans la chaise d'à côté, ben c'est reparti aux États-Unis, c'est revenu par les câbles sous-marins, ça fait le tour de la Terre, et ça, c'est de la production énergétique perdue. Donc il faut peut-être réfléchir aussi à l'utilisation qu'on fait de nos outils. Bon, j'aime bien cette carte parce qu'elle est assez fidèle à la réalité. Des clients, on en a partout. Puis alors, je vous signale qu'Elon Musk a déjà envoyé 250 satellites pour être connectés à partir de la stratosphère. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas au début. On est au début, on n'est pas du tout à la fin. Le CNES, donc le Centre d'études spatiales de Toulouse, va en envoyer 600. Donc, il faut bien être connecté. Il faut quand même qu'au milieu de votre désert, vous puissiez vous connecter. Comment voulez-vous vivre sans ? Enfin, c'est des petites choses que j'essaie de... Voilà. Donc, on a plein de questions par rapport à l'utilisation des téléphones mobiles, de l'utilisation du streaming et de l'ensemble des joujoux connectés. Parce que moi, je ne les appelle plus autrement que des joujoux. C'est le joujou de chacun. Chacun a son doudou. Hein, il ne peut pas dormir sans son doudou, ne peut pas vivre sans son doudou. Il n'y a pas que les enfants qui ont des doudous. Les adultes les ont depuis un certain temps. Et ce qu'il y a, c'est que quand ils s'ennuient, parce qu'il ne faut pas s'ennuyer dans la vie, on regarde un film en streaming. Et le streaming, et bonjour la consommation électrique, et on en fait. Mais tout ça, on peut le faire à petite dose. Mais il faut savoir être vigilant, il faut savoir être sobre. On ne va pas tout empêcher. Mais si on n'a pas conscience que tout ça contribue à faire qu'on est devant des crises sociales, environnementales, énergétiques et climatiques, ben, ça veut dire qu'on ne fera rien.
Et si on ne fait rien, eh ben alors attendons-nous au pire. Et moi, je n'ai pas envie de voir le pire. Voilà, donc un iPhone équivalent d'un réfrigérateur. Le réfrigérateur vous sert peut-être plus à manger que l'iPhone. Bon, ça c'est la même chose. Mais c'est pas fini pourtant. Je sais pas pourquoi ça passe plus. On pourrait à la rigueur lire un livre quand on s'embête, mais même les livres maintenant on peut les lire sur tablette ou autre. Ouais, bon. Je sais pas, j'arrive plus à passer mes diapos. Oui, en attendant que notre collègue fasse la liaison avec la prochaine diapo. Juste pour vous dire, c'est qu'on est dans la continuité de la conférence de Marie-Monique Robin hier soir, et ce que j'ai dit, je l'aurais dit encore aujourd'hui, chaque personne qui est là aujourd'hui dans l'Assemblée est un individu qui va pouvoir partager ce qu'il a entendu, et le partager avec sa famille, ses amis. Et c'est ça aussi la force. Et c'est de cette façon-là qu'on arrivera progressivement. Oui, ça ne se fera pas en quelques jours, en quelques mois, mais chacun de nous avons le pouvoir de décider de ce que nous voulons faire. En particulier, et Madame Bravo, c'est de lire les étiquettes. Et puis, voilà, et ne pas accepter d'avaler tous ces produits perturbateurs endocriniens et autres, hein. Moi j'ai toujours dit, hein, malheureusement, les gens naissent pas obèses, ils deviennent obèses. Après, il y a un transfert qui se fait par la maman, mais on a le pouvoir de changer les choses. Et si on est là ici, Espace Nature Isère, et si on invite des personnes comme Madame Collard, eh bien c'est pour vous alimenter en information, et surtout, il ne faut pas les garder. Il faut les partager avec vos amis, il faut partager avec vos familles, il faut vous rapprocher d'autres associations, vous venez peut-être un peu plus loin, et être aussi acteur pour que progressivement, eh bien, on ait une meilleure vie sur cette planète. Et il y a de la place pour tout le monde, et il y a assez de matière pour nourrir tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Donc je passe un peu tout ça, mais voilà. Et donc, si vous voulez nous rejoindre pour faire des actions avec nous, et pour faire des actions en groupe, et pour faire des informations dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, suivant ce dont vous avez besoin, vous voyez l'utilité locale, n'hésitez pas à faire appel. On a la capacité de le faire à la mesure de nos moyens, bien sûr. Et si vous voulez devenir bénévole chez nous, écoutez, la porte vous est grande ouverte, imaginez bien. Et on aime bien travailler avec Espace Nature Isère parce que vraiment, c'est un creuset de gens qui se sentent concernés, de personnalités qui viennent de haut rang, qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de voir et de faire venir parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc merci encore de votre présence et au plaisir de vous rencontrer, soit sur le stand chez nous, soit à d'autres conférences. Merci beaucoup. Merci Jacqueline et Louis. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Et comme elle vient de le dire, hein, vous êtes parents, vous avez des enfants, eh bien, allez vous rapprocher des professeurs. Vous prenez les coordonnées de la CERA et puis vous proposez des interventions dans les écoles. Et on sait très bien que les enfants sont moins pollués que nous, en fin de compte. Et donc, ils vont absorber. Et s'ils absorbent des bonnes choses, eh bien, je dirais, ça sera gagnant. Et c'est comme ça que je pense que c'est un des moyens d'avancer dans l'amélioration de nos conditions de vie de tous les jours. Voilà, merci encore. On va prolonger la prochaine conférence, hein, je vous l'annonce. Elle sera, elle est encore en liaison, bien sûr. Hein, elle est sur l'alimentation bio locale. On fera intervenir Franck Rousset qui est maire de Chevrières, mais il participe aussi à une association d'agriculteurs qui se battent pour faire de l'alimentation bio, qui va directement dans les assiettes de nos collégiens, dans le grand pourtour grenoblois. Donc là, on est vraiment dans l'incidence de ce que l'on peut faire sur place dans notre région. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Vous avez la restauration d'Espace Nature Isère. Vous avez aussi d'autres restaurations. Et on se donne rendez-vous à 13h. Encore un merci.